Bonjour à toutes et à toutes et à tous, pardon. Vous êtes très nombreux, c'est chouette. Bienvenue pour ce nouveau réveil de l'aura qu'on réalise à l'occasion de, la sortie de notre nouvelle publication, Le végétal, en ville. Donc c'est, tout le titre du réveil de ce matin. Hop, je partage l'écran. Là, c'est parti et on peut commencer. Hop. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du végétal de demain. Quelles sont les bonnes pratiques en Basse-Vallée du Rhône à l'heure du changement climatique? C'est, un travail qu'on fait, dans le cadre de nos missions à l'agence pour accompagner les territoires sur, leur transition écologique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Marc Jadot, du CAE de Vaucluse, qui nous parlera des fiches conseils, qui sont réalisées, sur cette thématique. Damien Giron de la ville d'Avignon et Michel Valerio, de l'INRAE d'Avignon, qui vont du coup nous faire un retour d'expérience, sur, certains de leurs travaux. Heu, hop, donc c'est tout l'ordre du jour. Je vais commencer par vous parler, dans un premier temps des bonnes pratiques pour pérenniser les espaces plantés. En fait, ça va être le contenu de la publication. Michel nous fera un retour d'expérience sur les essences à éviter en Vaucluse, mais aussi les essences d'avenir, celles qui, présentent un potentiel et voilà, avec ses retours d'observation, de terrain. Et puis, Damien nous fera un retour sur les expérimentations que mène la pépinière communale d'Avignon, en partenariat notamment avec le domaine du Rayol, le jardin des Méditerranées. Sur la publication, voilà, elle vient d'être mise en ligne, donc c'est tout frais. Là, je vais vous faire un résumé un peu du contenu, mais comme d'habitude, hein, l'objectif, pour nous, c'est de donner des clés pour réussir sa stratégie de végétalisation. Elle s'adresse à la fois aux collectivités, aux techniciens, aux professionnels, et aux acteurs de la nature en ville. Et elle s'appuie beaucoup sur, les outils disponibles et des exemples locaux. La diapo suivante. Pourquoi on parle de végétal en ville? Bon voilà, je pense que tout le monde est à peu près convaincu. C'est un élément qui apporte de nombreux bénéfices en ville, des bénéfices pour la santé, pour les ressources, en termes de fonction nourricière, pour le cadre de vie, la qualité des paysages, mais aussi et surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en termes de régulation des épisodes, extrêmes de chaleur au niveau du climat. Parce que, le végétal apporte de l'ombre, de la fraîcheur avec l'évapotranspiration, et ça fait baisser la température ressentie. Donc c'est, un élément, important et surtout qu'on est en plein dedans actuellement, il fait chaud et il va faire de plus en plus chaud, de plus en plus fréquemment et de plus en plus fort. C'est ce qu'on voit sur, ce graphique. Donc la partie que vous voyez en haut, elle montre les évolutions de température, à Avignon. Donc on voit bien que, voilà, c'est la température moyenne, hein, on voit que la tendance globale est à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est la partie juste en dessous où en fait on voit les écarts de température. À chaque fois que vous avez une bandelette rouge, ça veut dire qu'il y a eu des températures, supérieures à la moyenne, de cette année-là. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des écarts de température de plus en plus réguliers, de plus en plus souvent et de plus en plus forts. Parce que plus le rouge est foncé, plus l'écart est important. Et ça, c'est des choses qui vont avoir un gros impact sur les plantes parce qu'elles ont du mal à s'adapter à de forts écarts de température. Et on sait déjà, enfin on observe beaucoup de mortalité, on sait qu'il y a des plantes qui ne s'adapteront pas au climat de demain. Pourquoi? Très rapidement, en termes de conséquences physiologiques sur les plantes, l'augmentation des températures en termes de chaleur, elle va créer du stress thermique. Ça veut dire qu'il va y avoir des brûlures, des dommages directs sur les feuilles, et ça va créer de l'évaporation accrue aussi, ce qui crée du stress hydrique. Donc là, c'est la partie, juste en dessous. Ça peut aussi allonger les cycles biologiques, des espèces. Ça veut dire que, par exemple, des pathogènes, des champignons, des ravageurs qui sont présents aujourd'hui sur une certaine partie, de l'année, vont avoir une période plus longue et donc les végétaux vont être plus exposés. C'est un des éléments qui peut fragiliser aussi, les végétaux. Par rapport à l'augmentation des périodes de sécheresse, on sait qu'on va avoir moins de précipitations, des sols secs. Quand on regarde les projections les plus pessimistes, on estime qu'il va y avoir moins 25 à moins 30 de précipitations sur le sud-est de la France en été. Donc ça veut dire que les plantes, vont avoir du mal à trouver de l'eau et la conséquence physiologique, c'est que, elles vont fermer leurs stomates, c'est par là qu'elles évapotranspirent.
et donc elle relâche, de la vapeur d'eau, ce qui crée du rafraîchissement urbain. Donc si elles ferment les stomates, c'est pour, conserver l'eau au sein de leur système. Mais aussi ça va avoir des dommages sur le tissu vasculaire. C'est un peu comme notre, réseau, de veines. C'est ce qu'elles utilisent pour faire circuler la sève et l'eau. Et donc en puisant, dans le sol, quand il y a un manque d'eau, ça va créer des bulles d'air dans ce système vasculaire qui créent un phénomène d'embolie, des dommages irréversibles et donc il peut y avoir, des morts de branches et aussi, ça peut aller jusqu'à la mort, de l'arbre, au plus extrême. Donc ça, c'est des dommages qui sont, irréversibles. On a aussi des événements exceptionnels qui sont de plus en plus fréquents, les pluies, les crues intenses, voilà et ça encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des choses, auxquelles, les essences vont avoir plus de mal à s'adapter. Si on a une grosse période de sécheresse et que d'un coup on a une grosse pluie, les plantes ne vont pas réussir à réagir. Donc on a besoin d'adapter, les essences de demain, en tout cas d'adapter nos espaces plantés et de réussir à trouver, les bonnes solutions pour, faire en sorte que, les plantes réussissent à bien s'installer sur la durée et aussi, qu'elles soient pérennisées. Donc, dans la publication, on développe 3 principaux axes pour améliorer la résilience des espaces plantés. On va avoir évidemment le choix des essences, hein, c'est très important de choisir des essences qui soient bien adaptées. Donc là, je laisserai plutôt la parole à Damien et Michel pour parler des retours d'expérience en Vaucluse. Mais on peut aussi agir sur la conception, la réalisation des espaces plantés, l'entretien et la gestion. Parce que la plante, elle n'est pas toute seule, elle est dans un écosystème. Elle va avoir besoin de sol, d'eau, et cetera. Donc on peut agir sur la qualité des espaces pour que les plantes, soient le plus installées, donc comme je disais, le plus pérenne possible. Enfin, que les plantations soient pérennes. Hop. La première chose à faire, c'est valoriser ce qui est déjà là, en fait. Un arbre, même si, voilà, ça arrive qu'il y ait besoin d'abattre un arbre parce qu'il y a des problématiques phytosanitaires, parce qu'il est dangereux. Mais quand on replante un nouvel arbre, il va mettre, 10, 20, 30 ans à rendre autant de services, à apporter autant d'ombre et d'évapotranspiration qu'un arbre existant. Donc autant que possible, il faut conserver ce qui est déjà là. C'est ce qu'a fait par exemple la ville d'Avignon sur le réaménagement de son parvis, où toute la conception paysagère s'est basée sur le fait qu'on conserve les essences qui sont présentes. Donc ça crée, des murs de soutènement et cetera. Mais, voilà, on voit que sur la photo que, les arbres, conservent, enfin, gardent toute leur place. On a, l'exemple de Villeneuve-lès-Avignon aussi, où là, c'est plutôt un aménagement cyclable, mais on note que bon, c'est aussi pour la gération, enfin, la fluidité de la circulation des vélos, mais il y a un gros espace, pour l'infiltration de l'eau qui est conservé et ça va jouer un rôle sur, la pérennité, de ces arbres. Un petit point sur la phase travaux, on a tendance à protéger surtout, le tronc des arbres, mais en fait, le domaine de vie de l'arbre, c'est toute cette partie, sous le houppier. Donc tout ce qui est sous les feuilles, vous avez le système racinaire. Donc le fait d'avoir des engins, du stockage de matériaux et cetera, ça peut venir impacter les racines et donc, à terme, fragiliser, les plantes. Le deuxième point, sur, ces espaces plantés résilients, c'est de cultiver la diversité. C'est un peu le même principe que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plus on a une diversité, d'essences, plus on va avoir des essences qui résistent et qui supportent, les chocs. C'est un peu, par exemple, le problème qu'on rencontre, par rapport au chancre du platane. On avait des grands alignements de platanes qui sont magnifiques, mais malheureusement, dès qu'on a, une contamination, s'il faut faire tomber tout l'alignement, ça a vraiment des conséquences, très fortes sur le paysage, sur le rafraîchissement urbain et cetera. Le fait d'avoir cette diversité, ça fait en sorte que si on a une sensibilité particulière, d'une espèce, par rapport à un pathogène ou autre, la diversité va faire en sorte qu'il y aura quand même toujours des plantes qui vont survivre. Donc ça marche en termes de diversité d'espèces, mais aussi de diversité de strates. Le fait d'avoir différentes strates, arbustives, herbacées, mais aussi arborées, ça va donner, plus d'espace pour la biodiversité et pour la conservation de l'eau et cetera. Là, bon, j'ai parlé de diversité en termes d'espèces, mais c'est aussi en termes de typologie végétale. Quand on parle de végétalisation, on a tendance à planter directement, à vouloir en tout cas directement planter des arbres, alors que c'est pas toujours la bonne solution, parce qu'on peut avoir un manque de place, on peut avoir des réseaux, et cetera. Et là, on a tout un panel d'autres options qui existent, notamment d'utiliser des arbustes. Là, vous voyez s'afficher à gauche, l'exemple d'un bâtiment de l'INRAE à Avignon, où on a, des arbustes qui sont utilisés pour ombrager un bâtiment.
Et là, c'est une haie qui existe depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a pas d'arrosage et très peu de taille. Et aussi, bon voilà, il y a d'autres essences qui présentent, un potentiel pour l'avenir comme le rince-bouteille, là à droite, c'est un arbuste mais qui est monté en tige. Michel pourra revenir dessus juste après. Il y a les arbustes, mais il y a aussi les plantes grimpantes et surtout, sur nos cœurs de village où on sait qu'on n'a vraiment pas beaucoup de place. C'est vraiment une piste pour végétaliser. Parce que ça prend pas beaucoup de place au sol. On le voit sur la photo en bas à gauche, hein, c'est vraiment juste une toute petite emprise, mais ça va avoir un effet qui embellit, les espaces publics, mais aussi, bah, vraiment on va avoir cet effet fraîcheur et ombrage, intéressant. Ça peut être impulsé par la commune, mais ça peut aussi passer par, un permis de végétaliser, ce qui permet d'associer, les riverains. Là, le permis de végétaliser, c'est en gros, permettre aux personnes, enfin donner l'autorisation, de planter sur l'espace public en pied de façade. Et ensuite, c'est la personne qui s'occupe, de l'entretien de sa façade. Un autre élément important, c'est de composer avec le temps long de la nature parce que le végétal, bah, c'est du vivant, donc ça met du temps à s'installer, comme il faut. Là encore, on a tendance dans les espaces, végétalisés à vouloir planter tout de suite grand pour que ça ait que ça prenne de l'envergure. Il y a un intérêt esthétique, mais c'est évident parce que, bah, les personnes, enfin le grand public a envie, enfin, il y a une demande sociale, d'avoir plus de nature, donc on a envie que les espaces plantés, ils aient tout de suite, un rendu. Mais, plus on va planter plus petit, plus la plante va être adaptée aux contraintes, du site dans lequel elle est implantée. Donc c'est un outil vraiment à mettre en place pour assurer cette bonne implantation, des végétaux. Vous avez l'exemple à droite d'un travail de la pépinière Cérès-Flore qui travaille sur du godet forestier. Vous avez, les plantations qui ont été réalisées en février 2024 et 6 mois plus tard, en août 2024, vous avez déjà, une bonne croissance, qui a été observée. Donc ça permet aussi, enfin, on plante plus petit, mais, les plantes vont rattraper, en grandissant plus vite. Sans sol, on n'a pas de plantation, c'est vraiment le socle de base. Donc la bonne qualité des sols, c'est aussi garant d'une bonne qualité, enfin d'une bonne croissance des végétaux. Mais il faut aussi faire attention évidemment à adapter les végétaux au type de sol, qu'on a. Un bon indicateur de la vie des sols, c'est, la présence de vers de terre. Voilà, donc on sait que le sol, ça abrite un quart de la biodiversité terrestre. 1 gramme de sol, c'est 1 million d'êtres vivants. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de réussir, à mieux, faire le lien entre le sol et les végétaux qu'on y plante. Il y a aussi cet enjeu de connecter les espaces entre eux. On sait qu'il y a, bah, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui se fait par le sol et par les racines et ça permet aussi de stocker davantage d'eau. Donc planter en pleine terre et planter en bande continue, il y a pas besoin de planter forcément très large, mais le fait d'avoir cette bande continue, ça permet de mettre en réseau, les espaces plantés et du coup d'avoir une meilleure résilience. Je parlais de stockage de l'eau, bah, en parlant d'eau, il faut vraiment aujourd'hui qu'on s'appuie beaucoup plus sur les espaces, plantés pour, infiltrer les eaux pluviales, et donc ça passe par, créer des pentes sur, les espaces publics pour envoyer l'eau, justement vers, les massifs. Ça peut être créer des massifs en creux, c'est le fait de ne pas avoir de bordure sur, les massifs. Voilà, c'est ce qu'on voit bien sur, la photo en bas à gauche. On a l'exemple aussi des arbres de pluie qui permettent, bah, justement d'avoir, cette infiltration d'eau au niveau du pied des arbres. En fait, ça permet aussi tout simplement d'arroser de manière naturelle, tout en gérant, les eaux de ruissellement. Un petit point sur le goutte à goutte. Alors c'est vrai que là encore, c'est une pratique, qui est très développée parce que, bah, une fois qu'on a mis en place son goutte à goutte, on n'a plus rien à faire, ça marche tout seul. Mais la problématique, c'est que, ça va créer, les racines vont rester en surface, en fait, plutôt que d'aller chercher, l'eau en profondeur. Là où quand on utilise un arrosage gravitaire, c'est le petit schéma en bas à droite, on va venir arroser, ponctuellement, mais une bonne dose d'eau qui va s'infiltrer, très vite. Là, la plante va aller chercher l'eau en profondeur et du coup, quand on supprime l'arrosage, automatique, enfin, quand on supprime l'arrosage, 3 ans après la plantation à minima, elle pourra de manière autonome aller chercher toute seule, l'eau en profondeur. J'ai parlé de principes de conception sur les espaces de nature. En termes d'entretien et de gestion, le mieux, c'est de laisser faire la nature, en fait. Pour optimiser l'entretien et la gestion, bah, il faut autant que possible limiter la taille,
faucher tardivement les espaces enherbés, réutiliser les végétaux qui sont sur place pour, les déchets végétaux qui sont sur place. Par exemple, les déchets de tonte, les feuilles qui sont tombées, on peut les réutiliser pour créer du paillage organique. Ça permet de réamender le sol, et d'éviter de les évacuer tout simplement. Donc tout ça, c'est du travail en moins et ça permet de libérer du temps pour s'occuper, d'autres espaces. L'important, c'est quand même d'anticiper cette gestion, dès la conception et d'associer les services techniques, qui vont assurer, cet entretien, l'entretien des plantations à l'avenir. On vous a mis cette petite image qu'on trouve intéressante parce qu'elle montre bien, la différence de traitement entre, un vocabulaire qui est très urbain sur la partie gauche et un vocabulaire qui est beaucoup plus rural et champêtre sur la partie droite. Bon là, on n'a pas de réponse à cette question. Quelle est l'esthétique qu'on souhaite pour nos espaces plantés de demain? En tout cas, en termes de biodiversité, je vous laisse, vous faire votre idée, lequel, est le plus intéressant. Forcément, aujourd'hui, on pose pas le même entretien sur des espaces très urbains que sur des espaces, beaucoup plus ruraux, mais les 2 peuvent finalement se rencontrer et créer des espaces de nature qui soient beaucoup plus, avec un aspect beaucoup plus sauvage. Bien sûr, ça nécessite de la communication parce que, le grand public n'a pas forcément conscience de tous ces enjeux et c'est très, très ancré dans l'imaginaire collectif que, des plantes qui poussent comme ça de manière spontanée, ça fait sale. Donc il y a un gros travail de communication à mener et il y a aussi des choses qui peuvent se faire, des alternatives à trouver, notamment, par exemple, là, sur la photo, du Tour des Remparts à Avignon, on voit qu'il y a une bande qui a été tondue en bord de cheminement pour laisser, accès, à cet espace, mais on garde quand même des herbes hautes en fond pour, l'intérêt écologique. Et on peut mettre en place aussi du coup un plan de gestion différencié qui va permettre d'identifier les secteurs sur lesquels on veut mettre le paquet en termes d'entretien et les secteurs où on se dit que c'est acceptable d'avoir un entretien beaucoup plus restreint. J'ai beaucoup parlé d'éléments, d'anticipation. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet sur le choix des essences, adaptées. Alors, on a identifié 3 approches qui sont complémentaires. La première, ça va être de renouer avec les essences locales, donc s'appuyer vraiment sur le végétal qui est présent, sous nos climats et sur nos territoires pour, les réimplanter dans les espaces de nature, enfin les espaces de nature urbains. La deuxième approche, c'est d'implanter des essences exotiques qui seraient pertinentes, qui pourraient du coup, par rapport aux évolutions climatiques, qui seraient plus adaptées puisqu'elles pousseraient dans des conditions plus arides, par exemple. Donc là, on irait chercher des plantes dans d'autres pays. Et un dernier point sur la diversité des évolutions et des ressources génétiques. Là, c'est le côté, on a parlé de diversité en termes de diversité d'espèces, mais il y a aussi de la diversité au sein des gènes. Comme vous et moi, on est de la même espèce, mais on ne se ressemble pas. C'est pareil au niveau des végétaux et surtout, une même essence du coup qui pousse, ici ou la même essence qui pousse, en Espagne par exemple, elle va avoir une génétique différente parce que sa génétique sera plus adaptée, se sera adaptée au site dans lequel elle est. Donc là, il y a une piste aussi, de recherche pour l'avenir qui est à explorer. En tout cas, là, aujourd'hui, en termes de, renouer avec les essences locales, on a déjà beaucoup de bibliographies qui existent sur le sujet. On a le guide de planton local de l'Arbre, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement Sud PACA, région Sud, pardon. Aussi le label végétal local qui a un réseau de producteurs qui vont, développer des végétaux locaux parce qu'ils sont prélevés dans les espaces naturels. Donc ça permet d'avoir justement une conservation de la diversité végétale locale. Voilà, et je laisserai du coup Michel, juste après, hop, sur la partie suivante, nous parler des arbres qui sont des essences qui sont à éviter en ville. Là, vraiment un point d'attention, dans la publication, on parle et on va en parler juste après, on donne des listes d'essences, à éviter, à promouvoir et à tester. C'est vraiment pour le milieu urbain qui est très contraint. Ça ne veut pas dire que les essences qui sont, affichées à l'écran, elles peuvent pas être plantées, dans des parcs et jardins ou dans des espaces naturels. C'est vraiment le milieu urbain de type, rue, parvis et cetera, parce qu'on a des contraintes, très fortes. Sur les arbres à promouvoir, c'est des essences qui sont, qui sont utilisées, mais relativement peu et qui du coup sont, à développer. Donc là, on a un tout petit extrait, mais la liste est beaucoup plus importante, dans la publication. Je vous laisserai la consulter. Et sur les arbres à tester en ville, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus expérimental. La liste qui s'affiche,
Elle est issue du projet expérimental de recherche appliquée de l'ARDEM. C'est l'arbre de demain des villes en Méditerranée. Donc c'est un programme de recherche qui a été mené par l'INRAE sur le site de la Villa Thurey et avec un certain nombre de partenaires horticoles, qui travaillent sur le paysage, etc., d'entreprises, de professionnels. Et on l'a repassé avec Michel sous le filtre de nos besoins en Vaucluse pour faire une liste d'essences qui sont aujourd'hui vraiment très peu présentes et qui peuvent présenter un potentiel pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole quelques instants à Marc Jadot, du coup, pour nous parler des fiches conseils du CAUE de Vaucluse, qui travaille aussi, du coup, sur les essences conseillées face au changement climatique. Bonjour. Oui, le CAUE, dans le cadre des conseils qu'il donne aux collectivités depuis maintenant 35 ans, dans le cadre notamment de l'aménagement des espaces publics, a toujours été vigilant en fait aux essences conseillées et prenait soin de conseiller ce qu'on appelait du végétal adapté au climat méditerranéen. Aujourd'hui, le climat il évolue, donc effectivement, il faut revoir les essences à conseiller. Là, dernièrement, le CAUE a déjà fait des publications sur ces questions, mais là, dernièrement, donc, on a eu un partenariat avec la DRAC-PACA et l'UDAP 84, pour éditer toute une série de fiches conseils. Et une de ces séries de fiches concerne les espaces publics, et une de ces fiches, c'est le choix et l'entretien des végétaux face aux défis climatiques. Donc, ça reprend à peu près tous les éléments que Chloé a pu nous présenter en début de webinaire. La fiche explique le rôle essentiel de la végétation pour réguler la température, les espèces d'arbres à privilégier, la mise en œuvre des plantations qui est aussi très importante et leur entretien, notamment pour faire des économies d'eau, qui est un gros enjeu également. La fiche, c'est ma collègue Isabelle Rigaud, paysagiste au CAUE, qui l'a réalisée. Elle n'est pas encore totalement finalisée, mais elle sera très prochainement. Et écoutez, vous pourrez les télécharger sur le site du CAUE ou encore le site de la DRAC. J'enverrai un lien. Je ne sais pas s'il y a une communication à la suite du webinaire, si vous faites suivre les présentations, mais je pourrais communiquer le lien pour le téléchargement des fiches. On pourra le faire suivre sans problème. Merci beaucoup. De rien. Je reviens rapidement sur un point. J'arrive pas à revenir en arrière, c'est pas grave. Sur les 3 solutions, 3 pistes d'avenir qui ont été évoquées, l'idée, c'est pas d'en choisir une ou l'autre. Il n'y a pas de solution magique aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de trouver un équilibre entre toutes ces solutions pour développer des plantations qui vont vraiment tenir dans le temps par rapport aux épisodes climatiques. À toi, Michel. Hop, je peux te passer des... Tu passes, de toute façon, je te fais une petite. Ça marche. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, on va parler un petit peu ce qu'a dit Chloé tout à l'heure sur la recherche ou les essais qu'on a fait sur l'INRAE d'Avignon, sur le parc et les jardins, et en même temps sur une vision générale du Vaucluse. Je parcours beaucoup le Vaucluse pour voir un petit peu l'évolution au niveau urbain aussi, donc et au niveau naturel. Donc, on va commencer un petit peu de parler un petit peu de notre pays ou la région méditerranéenne, comme vous voyez sur la première carte. Donc on est situé sur une zone très, très dynamique quoi, au niveau du climat. Et donc, comme on voit, ce climat se réchauffe. Donc, on se pose la question, comment ça va évoluer. Donc, il y a une vingtaine d'années, une petite aparté, il y a une vingtaine d'années, un chercheur de l'INRA qui travaille sur le climat m'avait dit, il y a 20 ans, il m'avait dit, il s'appelle Bernard Seguin, il m'avait dit, à la retraite, il me dit, Michel, ça va aller très vite. Et il y a en 2004, donc donc il y a 21 ans, donc c'est allé très vite. Donc on se rend compte que l'évolution climatique a fait que on va sur une perturbation au niveau végétal, et donc il y a des espèces végétales qui vont disparaître. Donc pour situer un petit peu la zone où on est en Vaucluse, donc le Vaucluse c'est quand même un département assez diversifié. Nous avons un système de plaine et de montagne. Donc, on a un milieu. Donc, tu peux y aller. Oui.
On a un milieu un petit peu différent, quoi. Nous avons des ripisylves, nous avons des zones un petit peu agricoles ou des collinaires, donc où une flore s'est développée, a résisté aussi au déboisement, et puis on a introduit aussi pas mal d'essence. Et donc on a aussi à droite en bas le Mont Ventoux, donc qui fait partie un petit peu de la zone limite végétale, donc qui est subalpin. Donc, et lui aussi éprouve des grosses difficultés au niveau des essences d'arbres qui existent, quoi. Et donc là, on va vers une évolution un petit peu chaotique au niveau forestier. C'est un rapport de la recherche forestière. Donc, ce qui nous concerne, nous, on a vu un petit peu l'évolution sur la diversité des paysages, parce qu'on parle toujours du milieu urbain, mais si on n'étudie pas le milieu naturel, milieu urbain aussi, on va avoir des difficultés. Donc la diversité des paysages, c'est quoi? C'est un petit peu c'est un petit peu des zones un petit peu qui ont été laissées à l'abandon agricole, et c'est un petit peu aussi à gauche, vous avez une photo en haut à gauche des prises agricoles où le Pen d'Alep s'est installé. Donc le Pen d'Alep qui était essentiellement au bord de mer, donc qui est maintenant jusqu'à la Drôme. Donc vous voyez un petit peu le climat se réchauffe, donc les essences remontent. Au milieu, vous avez un mélange d'olivier, de chêne vert et de genévrier cadre, donc, et de pin d'Alep. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution, ça se réchauffe. Et à droite en haut, c'est une image qui est assez intéressante. C'est une image qui a été prise à Châteauneuf de Gadagne. Donc, c'est des prises agricoles, le terrain en friche, et puis le cyprès vert, Cyprès sempervirens, qui s'est ressemé, qui est en train de coloniser une zone agricole sur un terrain, un plateau, quoi. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution. Le cyprès vert, qui est originaire d'Asie mineure, proche orientale, donc sud-est de l'Europe, on peut dire aussi. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution du végétal. Et en bas, on a aussi le climat qui est marqué par à gauche des séries d'incendies, donc qui prouvent que bon voilà, donc ça a toujours existé, mais bon là c'est amplifié avec les essences qui sont là, et puis des coups de froid qu'on va avoir en Vaucluse aussi avec des périodes de neige. Donc vous voyez, c'est très difficile de se dire quel végétal, quelle essence pour demain. Après, on va attaquer un petit peu sur le milieu urbain. Le milieu urbain, c'est quoi? C'est des essences d'arbres qui ont été beaucoup plantés, qui ont été beaucoup introduits. Et souvent, on assimile un petit peu ces arbres avec une flore indigène, alors que ces essences, il y en a beaucoup qui ont été introduites ou déplacées. Alors, on va partir un petit peu, on va faire quelques exemples comme ça, là. Donc là, c'est une image à gauche sur Malocène, donc un chêne vert, encore adapté à notre climat, et le tulipier de Virginie à gauche. Cette photo a été prise il y a 2 ans, le tulipier de Virginie n'y est plus. Donc, vous voyez, donc l'évolution est très marquée. Et en face, au milieu, vous avez un tilleul. Le tilleul le tilleul, c'est une essence d'arbre qui n'était pas tout à fait naturelle dans le Vaucluse, naturelle, qui était vraiment dans des milieux spécifiques. Il n'y avait qu'une espèce, c'était le tilleul platyphylos, donc le chordata n'était pas du tout, d'après Girard en 1991, hein, donc de son inventaire de la flore du Vaucluse. Donc le tilleul qui s'hybride beaucoup et donc a été beaucoup planté. Et on voit ces limites actuellement du tilleul sur un milieu urbain. Et donc il y a des spécialistes qui le disent aussi, le tilleul en milieu méditerranéen va disparaître petit à petit du milieu urbain parce qu'il ne supportera pas ces problèmes climatiques. Donc ça, il faut bien y penser. Et en plus, il est sensible à beaucoup de pathogènes. Donc voilà. Et à droite, il y a une essence qui est intéressante, c'est le févier d'Amérique. Seul petit problème, c'est qu'il y a des grosses épines, mais bon, il a une tendance à être assez résistant. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est à réfléchir sur une type d'essence à planter. C'est une essence qui est quand même américaine, comme le tulipier de Virginie. Là, on a bien un petit peu sur une zone un petit peu très chaude qui est en Vaucluse, c'est à Saint-Didier, à côté Carpentras. Donc là, il faut imaginer que vous avez des grands platanes qui ont été coupés, champs colorés, et donc des aménagements ont été faits. Et donc, on voit très bien que devant, vous avez un mycocoulier, Celtis australis, qui est encore résistant dans notre région, qui n'est pas de la région non plus, donc qui a été introduite. Ça, c'est une autre.
On pourra en parler longtemps, quoi. Et puis au fond, vous voyez un petit peu les aménagements qui ont été faits il y a une quinzaine d'années, c'était des prunus pissardi, donc des pruniers à fleurs qui sont en feuillage pourpre. Donc on voit la dégradation complète, malgré qu'ils aient le goutte à goutte au pied. Donc on voit déjà qu'au niveau, même si vous avez un végétal qui a du goutte à goutte, qui a de l'eau au pied, au niveau thermique, au niveau physiologie, il ne résistera pas à des écarts de température assez importantes et surtout il ne résistera pas à des températures en milieu urbain qui dépasseront les 35, voire qui approcheront les 40 degrés. Donc après aussi, c'est toujours pareil, on a introduit beaucoup d'arbres qui sont d'origine d'autres pays. Donc à gauche, vous avez l'érable à feuilles de frêne ou l'érable negundo. On voit très bien la dégradation, alors que que cet arbre-là, on voit très bien aussi au sol qu'il n'a pas assez de place aussi pour pousser. On voit le système racinaire qui monte, mais cet arbre a été beaucoup taillé, donc et thermiquement, il ne résistera pas non plus à une évolution climatique. Et comme je disais souvent, l'érable, il n'y en a pas beaucoup qui pourront résister à ce problème-là. Donc voilà. Donc les érables, il faut vraiment, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui résisteront. Voilà. À droite, nous avons bien sûr le marronnier qui est originaire du nord de la Grèce, des Balkans, Albanie, qui est un montagnard. Et on voit très bien que ça, c'est au mois de juin. La photo a été prise non, pardon, le mois de juillet, donc on voit déjà l'arbre qui commence à jaunir, qui est attaqué par la mineuse, et en même temps, au niveau thermique, on voit très bien en haut de l'arbre qu'il est en train de griller complètement. Donc le marronnier, il y en a des centaines qui ont été coupés dans la région méditerranéenne, et cet arbre va disparaître de notre milieu urbain. Ça, faut s'y attendre. Voilà. Et en bas, c'est un petit peu aussi un aménagement de parking, c'est un ginkgo biloba. Voilà, donc vous voyez dans l'état qui sont en plein mois de juin. Donc à réfléchir aussi sur une essence à planter, de savoir dans quelle origine elle est, surtout dans quel sol elle pousse, dans quel climat elle est. Donc c'est toujours pareil. On a cette folie un petit peu, enfin pas cette folie, mais on veut planter beaucoup d'essences, on veut diversifier, mais diversifier en choisissant de mauvaises essences ou des essences qui seront plus adaptées, il faut vraiment se poser la question. Et là, nous en venons bien sûr notre problématique urbaine, c'était sur le platane, un petit arrêt sur le platane. Le platane qui est un hybride de deux platanes, normalement, qui a été trouvé en Europe, donc beaucoup multiplié par bouturage, donc qui a été planté dans les villes, qui est vraiment un arbre qui résistait à tout, au climat et surtout à l'homme. Il prenait beaucoup par rapport à la taille, il pouvait réagir énormément, donc c'était un arbre qui était facile pour le milieu urbain, qui était vraiment comment dire, c'était très bénéfique pour le milieu urbain, donc qui pouvait accueillir aussi une faune intéressante. Et malheureusement, donc vous voyez la photo de droite, champ coloré qui est arrivé, donc plus de platanes, donc voilà, pas beaucoup de platanes, des dizaines de milliers. Donc le platane, il n'y a aucune essence d'arbre qui pourra remplacer le platane dans sa structure, dans son développement et surtout dans sa gestion aussi. Donc voilà, donc c'est un peu dommage, le platane disparaît petit à petit. Donc, il faut se poser la question, quelle essence on va mettre après? On va y venir. Mais surtout, voilà, comment on va faire pour le remplacer? Surtout, c'est au niveau de la gestion des nouveaux arbres, qui sera très difficile à gérer. Parce que s'il continue à faire de la gestion comme on faisait sur le platane, sur d'autres essences, là, on va à la catastrophe. Et donc là, on arrive un petit peu sur une vision un petit peu, je veux dire, un peu forestière, un petit peu, je rentre un peu dans la partie un peu naturelle forestière. C'est des arbres qui ont été plantés dans des villes, beaucoup, c'est l'épicéa commun qui servait beaucoup comme sapin de Noël. Et donc l'épicéa commun qui est originaire absolument pas méditerranéen. Et on voit déjà la dégradation complète de ces arbres en 6 mois. Donc vous voyez un petit peu l'évolution. Donc c'est un arbre qui est montagnard et donc qui va disparaître de notre région parce que c'est pas une essence locale en plus. Et donc, c'est pour montrer un petit peu que les essences qu'on introduit, qu'on essaie toujours de planter, qui viennent de régions plus du nord de la France, plus haut que le Vaucluse ou la région méditerranéenne, va causer problème. Voilà.
Et donc là, c'est pour montrer une image aussi sur le milieu agricole qui peut impacter aussi au milieu urbain, c'est le cerisier de culture qui est en train vraiment la culture de cerise qui est en train de dépérir quoi, complètement parce que cet arbre n'est plus adapté du tout. C'est pas un problème d'attaque de mouches de la cerise. Donc le problème c'est le problème climatique et puis l'accumulation de pathogènes, de maladies fait que une essence ne va pas résister. Et ça prouve bien que le climat change, ça prouve bien aussi qu'il faut bien se poser la question sur les essences qu'on plante, surtout les essences fruitières dans un milieu urbain. Donc là, on va avoir un petit peu des essences vraiment à éviter ou vraiment à limiter à certaines zones. À gauche, le bouleau, qui est une essence montagnarde, le bouleau blanc, qui n'a rien à voir avec le peuplier blanc. Et puis au milieu, on a deux érables qui ont été plantés dans un milieu vraiment urbain où il y avait du platane. Donc c'est une grosse aberration, quoi. Érable argenté américain qui est de terrain calcaire, qui ne supporte pas la chaleur et un érable champêtre qui est beaucoup planté en ville, qui est une essence vraiment réfractaire au climat méditerranéen, situé que dans des zones très fraîches. Et donc voilà, donc c'est un petit peu les aberrations de plantation. Donc on voit très bien que ces arbres, c'est au mois de juin, on voit il y a de l'eau sur le parking, ils sont en train de griller complètement, de prendre une couleur même automnale au mois de juin. Et à droite, nous avons aussi une petite aberration, c'est de planter du frêne toujours sur des allées bétonnées avec du poirier à fleurs. Le poirier à fleurs qui est beaucoup planté, mais qui est un rosacée qui est problématique aussi par rapport aux maladies et par rapport à des insectes, des papillons. Donc voilà, pour moi, essence à éviter. Et dernièrement, j'ai trouvé ça aussi, c'est vermorière. C'est des nouvelles plantations qui ont été faites par deux essences qu'il faut vraiment éviter en milieu urbain. C'est l'arbre 40 écus, Ginkgo biloba, et surtout derrière, vous voyez le copalme d'Amérique, qui est vraiment un arbre d'essence de terrain calcifuge, non calcaire. Donc, vous voyez, on a mis ça de terrain calcaire. Et donc là, ils sont en train de jaunir complet au mois de juin. Donc, c'est la question, vraiment se poser la question sur les essences, comment on aménage et surtout les essences qu'on plante, quoi. D'où elles viennent, quel sol. Chloé a parlé tout à l'heure du sol, mais le sol est très important. Donc voilà. Donc, et là, ils sont en plein vent, je peux vous dire qu'ils ne résisteront pas. Et à droite, c'est une essence qui a été plantée beaucoup en ville ces 10 dernières années. C'est un érable plane pourpre. Vous voyez, il a une quarantaine d'années. Il est en train, dans un milieu très favorable, il est en train de sécher complet. Donc là aussi, se poser la question sur un type d'essence. Après, sur les pistes pour demain, c'est vrai que c'est pas facile non plus de dire il faut planter ça, il faut planter ça. Donc, on a quand même des données. Par exemple, l'arbre de Judée qui est pas mal, qui est bien adapté, quoi. Mais ça va pas faire un grand arbre. Mais c'est une approche qui nous amène à réfléchir sur des essences qui sont plutôt d'Asie mineure. Donc, ou d'autres régions aussi. Et donc à droite, c'est un petit peu la gestion aussi de l'arbre. Par exemple, ça, c'est des mûriers à feuilles de platane. Vous voyez un petit peu la gestion, laisser libre pratiquement. Et donc, on a du feuillage par terre. Donc voilà. Le mûrier, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais le mûrier, il défonce tout. Oui, mais le mûrier, les feuilles. Oui, mais le mûrier, les fruits. Il y a le stérile. C'est vrai qu'en petite rue, le mûrier, il faut éviter. Mais c'est un arbre quand même à garder, à garder sur une liste. Après les essais qu'on avait fait sur des parkings, moi j'avais tenté, j'ai repris les essences qu'il y avait. Le Sephora du Japon aussi donne des bons résultats. Alors sur une période donnée, après s'il y a en milieu de ville où il y a du goudron, où il y a c'est plus difficile aussi. Mais c'est un arbre thermiquement qui résiste très bien aux écarts de température. Donc je pense que c'est un petit peu l'avenir. Mais par contre, en gestion, éviter la gestion platane comme on faisait avant sur un sophora qui ne résistera pas. À droite, nous avons le savonnier de Chine qui est très intéressant aussi. Donc celui-là aussi, vous voyez, donc très mellifère. Après, l'évolution fait que dans un milieu urbain, on a toujours la problématique des fleurs, des fruits, des feuilles, etc. Par rapport au trottoir, par rapport au voirie. Donc là aussi, se poser des questions aussi. Là, c'est un aménagement qu'on avait fait à l'INRA. Il y avait 4 platanes. Donc, on a décidé, il y a en 2015, 14-15,
de replanter, de faire une sélection. On n'est pas allé très loin, hein, on a fait 3 essences, Mycocoulier, Celtis australis, le Mélia et le Savonnier. Vous voyez très bien le Mélia de derrière, ils ont été plantés, achetés même hauteur, donc tout pareil. Donc on voit un petit peu l'évolution. Le Savonnier, c'est plutôt un arbre qui sera plutôt tendance plutôt bas et bien développé en partie basse. Et on voit le Mélia qui vraiment est une essence vraiment très très intéressante au niveau climatique. Je pense que celui-là, c'est l'avenir. Après, on amènera toujours aux problématiques de ville, Damien en parlera, sur la problématique de gestion sur les allées où il y a des fruits, des feuilles. Donc là, après, chacun fait voilà, son analyse. Et après, sur une évolution un petit peu aussi des essences, on a les essences un petit peu arbustives qui sont intéressantes. Vous avez, par exemple, toujours pareil, l'arbre du Judée, massif qui a été créé en 2004, ça, donc il a une vingtaine d'années. L'arbre de Judée était tout petit, donc vous voyez un petit peu, en 20 ans, il a bien poussé. Et tout c'est pour montrer un petit peu que ces essences viennent surtout d'une région Proche-Orient, Grèce, Crète, et un petit peu, par exemple, au fond, vous voyez un arbuste jaune, c'est les îles Baléares. Voilà, donc le millepertuis des Baléares. Donc, vous voyez un petit peu, et c'est un petit peu l'évolution méditerranéenne, les essences remontent. Et après, on a aussi sur des essences, on a des essences un petit peu américaines du sud-ouest des États-Unis, donc le Phragmotodendron et le Leucophyllum, qui sont très très intéressants au niveau arbustif. Le Phragmotodendron est plutôt un arbre. Après, pour les pistes pour demain, c'est toujours difficile de déterminer aussi une essence, mais c'est des essences que je montre qui sont très très résistantes à la chaleur. Donc le jujubier, j'en parle même pas. Donc et même éviter de mettre du goutte à goutte de l'arrosage à cet arbre. Et puis après, vous avez, je suis en cours d'essai là sur le Firmiana simplex que j'ai retrouvé dans des jardins nord de Bouches-du-Rhône et Vaucluse, qui était complètement oublié cette essence. Donc je pousse un peu pour qu'elle soit plantée. Et il faudra voir en milieu urbain ce qu'elle apporte. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Et à droite, vous avez le cyprès vert. Problématique du cyprès vert, c'est les allergies. Mais sur une donnée un petit peu climatique, c'est un des arbres les plus résistants qui sera dans notre région méditerranéenne, qui constituera peut-être les forêts en Vaucluse dans quelques décennies. Voilà. Et on va finir un petit peu par deux essences un petit peu que moi j'ai essayé, donc qui donnent des bons résultats. Donc vous avez l'arbre à perruque qui s'appelle le Cotinus cojugria, donc qui peut être utilisé en arbre, un petit arbre, donc très résistant, un peu bois cassant, ça c'est de la famille, mais bon après pourquoi pas. Et puis un arbre qui est pas mal non plus, qui a été essayé un petit peu de partout. J'en ai vu à Montpellier, j'en ai vu à Avignon, ils ont essayé le centre-ville avec sur la Rutière. J'ai vu qu'ils étaient très bien. Carpentras aussi, ils ont essayé vers la sous-préfecture. Donc, c'est l'arbre à miel, c'est état d'homme. Bon, ça, c'est une piste pour demain. Voilà, donc, mais comme disait Chloé, les essences, bon, les essais, c'est du long terme. Donc, voilà. Il faut vraiment réfléchir. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est de penser qu'il faut toujours rester sur des essences type qu'on a, euh, qu'on a engrangées dans notre mémoire, qu'il faut continuer à planter, quoi. Je pense à des exemples, le frêne hors de l'eau, l'érable champêtre hors de milieu naturel ou dans un milieu urbain. Voilà, c'est des essences, voilà, c'est ça il faut réfléchir. D'où vient cette essence? Est-ce qu'elle sera adaptée? On a un climat quand même avec le Vaucluse où on a le Mistral, donc qui permet de réguler le climat. Ça, il faut y penser aussi, même la Méditerranée. Donc, mais bon, les végétaux, il y a des végétaux qui ne supporteront peut-être pas le Mistral comme tout le temps. Donc, voilà. Le message, c'est, voilà, réflexion sur les essences de demain. Et puis, une dernière image d'un arbre, à vous de trouver ce que c'est comme arbre. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le houppier qu'on aimerait avoir en ville pour rafraîchir un petit peu. Voilà. Et merci. Merci Michel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va garder un petit temps de questions à la fin des présentations, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat.
On les récupérera à la fin. Dernière présentation avec Damien Giron. Je te laisse. Bonjour à tous. Alors là, je vais vous présenter, nous, un projet qu'on a lancé depuis l'année dernière avec un partenariat qu'on a lancé avec le domaine du Rayol. Donc, le domaine du Rayol, c'est un jardin botanique qui se situe sur le Rayol, pas loin du Lavandou. Alors, jardin qui appartient au Conservatoire du Littoral et qui a été tout repensé, réimaginé et replanté dans les années 90 par Gilles Clément. Et en fait, Gilles Clément est parti du principe de créer le jardin des Méditerranées. Alors pourquoi jardin des Méditerranées? L'idée, c'était de faire le tour du monde et de trouver toutes les plantes qui sont adaptées à un climat méditerranéen. Et on se rend compte qu'autour de la planète, on a pas mal de sites qui sont avec des petites zones de biomes, de climat méditerranéen, comme la Californie, comme disait tout à l'heure Michel, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Asie et l'Europe, bien sûr. Donc, nous, l'idée, quand on a fait ce partenariat avec le domaine du Rayol, c'était un peu de faire évoluer notre catalogue de plantes qu'on avait au centre horticole municipal d'Avignon et de voir essayer de trouver des plantes qu'on mettra en culture et de voir comment ils pouvaient évoluer avec ce changement climatique. Euh, on a eu l'idée du domaine du Rayol parce que oui, ben, c'est vraiment un jardin botanique et c'est là où on va pouvoir trouver vraiment des essences, des variétés vraiment très différentes, mais qui ont cette capacité à vivre dans un climat méditerranéen. Euh, donc du coup, on les a contactés. Les premiers rendez-vous ont été faits il y a un an et demi, sur place, et on a vraiment trouvé l'idée intéressante tant pour nous que pour eux, parce que c'était l'idée aussi de voir comment leurs plantes, dans un milieu assez protégé, pouvaient aussi s'acclimater sur d'autres zones de PACA. Voilà, donc on a lié, on a lancé une convention qui a été signée en septembre et depuis on a fait nos premiers prélèvements en janvier euh, sur le jardin. Vas-y, ouais. Alors, voilà. Donc du coup, la première visite qu'on a fait en janvier, c'était vraiment une prise de contact et déjà de revisiter ou de visiter ce jardin et de définir un peu les plantes qu'on allait essayer. Alors, il y a une telle diversité sur ce jardin que nous, on s'est dit, on va tout tester. Et en fait, en parcourant le jardin, on s'est dit, bah non, on va pas tout tester. Ça serait déjà trop compliqué et ça pourrait en fait être contre-productif. Donc, le travail qu'on a fait avec les techniciens, botanistes et ingénieurs du Rayol, c'est de dire, bah, partons sur une petite liste, quelque chose d'assez simple. Voyons déjà si on arrive à les reproduire, nous, au centre horticole, et pérenniser un peu cette base de plantes. Voilà. Alors, c'est des plantes qu'on pourrait retrouver sur certains catalogues de pépiniéristes, hein, bien sûr. Mais on se dit aussi que ça rejoint un peu le végétal local, c'est que c'est des plantes qui sont issues de différents pays autour du monde, mais que génétiquement, au bout de 20 ans d'acclimatation sur le Rayol, elles ont aussi sûrement développé des résistances propres à nos climats. Voilà. Donc on est parti sur une première liste et on a en janvier fait un prélèvement d'au moins une 15-20 plantes qu'il y a sur cette liste et on les a mis en culture. Alors on a nos premiers plants qui sont sortis, petits plants, hein. Je vais dire la photo. J'ai oublié. Il n'y a pas la photo. C'est pas grave. Donc, on a en fait bah, nos boutures qui ont pris hein, depuis le mois de janvier. Euh, on était parti sur pas mal de cystes. Les cystes nous semblaient intéressantes et il faut savoir que le domaine de Rayol a une collection de cystes, donc c'est ça qui est aussi intéressant. On a aussi la lavande des Canaries qui a bien pris. On avait bah, les buddleia aussi, ça avait pas mal pris. Les barbes de Jupiter. Et on a eu un peu des échecs sur certaines sauges. Alors, on est rassuré, on dit qu'on n'est pas si mauvais pépiniériste que ça, parce qu'on avait fait en même temps
ces prélèvements avec les collègues du Rayol, et chez eux non plus, ça n'a pas pris. Donc on pense qu'on s'est trompé de date, ou ce printemps un peu particulier qu'on a eu a fait aussi que ben, certaines plantes n'ont pas résisté. On s'est re-rencontré récemment avec les collègues du Rayol au mois de mai, et on a pu faire un peu ces retours d'expérience de toutes ces plantes. Euh, et on a, alors, l'idée aussi, c'est voilà, c'est de mettre en culture ces différents végétaux, mais c'est aussi de parler paysage. C'est de dire, bah, le domaine du Rayol, c'est un jardin paysager. Des aménagements sont faits, c'est les théories de Gilles Clément, c'est le jardin en mouvement, c'est la liberté du végétal qui se développe un peu par soi-même. Et l'idée, nous, c'est aussi qu'on aille prendre un peu ces idées, de voir comment on peut aménager nos futurs espaces sur la ville d'Avignon avec ces concepts et ces plantes qui sont issues du jardin. Euh, voilà. Nos futures prospections, on va les reprendre à partir de septembre. On va monter un peu en gamme et en différence de végétaux. On pense pouvoir commencer à planter ces expérimentations, enfin ces plantes à partir de 2026 sur nos espaces verts. Donc on va essayer de trouver une zone un peu protégée, hein. On va pas aussi mettre ça en pleine zone urbaine un peu tendue. Et l'idée, c'est de vite voir rapidement comment ça va évoluer, voir si ces premiers tests de végétaux sont positifs et faire le retour du Rayol. Notre convention, elle s'articule aussi sur un aspect coopératif, c'est-à-dire que bah, l'Oriole nous fait ses prélèvements de graines, de boutures, mais nous, on va aussi redonner des végétaux qu'on a mis en culture sur la pépinière et les renvoyer sur l'Oriole. Donc, c'est vraiment un aller-retour, et ça permettra de voir bah, à l'instant T des plantes, une lavande, des canaries plantées à Avignon, replanter sur le jardin et voir l'évolution qu'il pourrait y avoir entre bah, déjà ces deux climats qui sont un peu différents, les sols aussi un peu différents, et ce côté un peu plus cocon qu'on peut avoir sur la Rayole, et nous le côté un peu plus tendu sur nos espaces verts d'Avignon. Mais voilà, donc c'est un projet à long terme, hein. On pense qu'on a fait une convention sur 5 ans et renouvelable. Donc le végétal, ça se traite pas comme ça. On va avoir des échecs, on va avoir des réussites. Il y a des plantes, L'Oréal nous dit non, vous les testerez pas parce que ça marchera pas. Et puis bah, peut-être qu'à un moment donné, on dira bah, on va tester parce qu'ils nous diront oui, vous pouvez y aller parce que le climat change tellement vite que ça sera possible. Et puis, bah, il y a aussi des choses comme, là, on peut voir Amérique du Sud, on a le Pouya. Donc, le Pouya, c'est une plante grasse un peu, qui ressemble un peu à un ananas, mais qui fait des groupements qui sont. On ne peut pas rentrer en fait dans ce type de végétaux, c'est tellement piquant. Mais nous, on aimerait bien le tester pour certaines zones comme les ronds-points, les choses comme ça où on sait qu'on ne va pas y aller, mais ça poussera naturellement. Par contre, ils n'arrivent pas à le multiplier, ou très difficilement, le domaine du rayol a des difficultés à multiplier cette plante. Donc là, l'idée, c'est aussi de travailler avec eux pour voir si nous, on y arrive, comment on pourra y procéder. De cette convention, on espère qu'on va agréger plusieurs personnes. Donc Michel est assez intéressé pour ces discussions. On sait qu'on a la Villa Turret aussi sur Avignon qui aura possiblement des intérêts voilà, sur Antibes, pardon, par rapport à cette expérimentation. Donc on est assez enthousiaste. Et un autre projet qui fait finalement sens de cette convention, c'est que nous, comme vous le savez, on est en pleine rénovation du Rocher des Dons, notre grand jardin historique. Et on a Philippe Deliot comme paysagiste concepteur pour cette rénovation. Et Philippe Deliot a travaillé avec Gilles Clément à la rénovation du domaine du Rayol. Donc connaît très bien le jardin. Et bah, ce qui va faire sens, c'est que sur une des parties du jardin, on va mettre Philippe Deliot plantera des plantes alors issues du domaine du Rayol, parce qu'il y a aussi une pépinière au domaine du Rayol, mais possiblement des plantes qu'on aura cultivées aussi sur la pépinière d'Avignon. Donc là, finalement, on se dit voilà, on a lancé quelque chose d'assez intéressant et que ça fait sens pour la ville, mais aussi pour nos collègues du Vaucluse et du Var. Voilà.
Bah, si, Ah, la photo. ouais. Donc voilà, ce que vous pouvez voir, c'est donc de la lavande de Canaries, des cystes différentes, de la barbe de Jupiter. Et vous voyez, on a certaines sauges, ben, on a eu des échecs. Mais voilà, on va avancer petit à petit. Et puis, on a sûrement des problèmes de substrat, parce qu'au Rayol, ils ont travaillé sur des substrats beaucoup plus drainants que ce que nous, on a pu faire. Alors, on a toujours j'ai envie de dire, ce tort de vouloir tout cultiver en organique, en terreau, compost, et choses comme ça, mais il faut savoir que c'est des plantes, eh ben, pour beaucoup sont calcicoles, vivent dans de la pierre, enfin de la pierre, dans des sols très pauvres. Donc il faut aussi qu'on arrive à trouver ce substrat. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on fait avec Anaïs, la pépiniériste du Rariol. Voilà, pour trouver des substrats un peu plus légers, un peu plus adaptés pour ces futures boutures ou semis. On a aussi l'expérimentation de certaines cystes où bah, le rayon nous dit bah oui, mais il faut brûler les graines avant parce que c'est des plantes pyrophiles. Donc, bah oui, si on le fait pas, bah, on a oublié quelque chose aussi. La levette de hormones se fera jamais et on n'arrivera pas à les faire. Donc, c'est toute ces échanges qu'on va pouvoir avoir avec eux. C'est un lien aussi qu'on fait. Alors, on a parlé tout à l'heure du végétal local. Nous, sur Avignon, on lance aussi ce végétal local et on prospecte autour d'Avignon pour aller chercher bah, des plantes méditerranéennes ou des plantes du paysage vraiment local. Et on a ces deux expérimentations en cours. On travaille avec la pépinière CRS aussi. On les a rencontrés, on a été visités parce que ben aussi, hein, ils découvrent quand ils vont chercher des graines sur des milieux naturels. Des fois, les multiplier, c'est assez compliqué. Donc, on a tout ce petit réseau qu'on est en train de mettre en place et qui est assez intéressant et bah, c'est un peu le futur, hein. C'est vrai que j'invite tout le monde à aller visiter le domaine du Rariol et de voir un peu toutes ces plantes qui viennent un peu de partout. J'ai envie de dire que nous, on est un peu pessimiste sur le climat avec Michel, sur certains aspects. Pour avoir discuté avec nos collègues du Rariol, je peux vous dire qu'eux, ils sont plus que pessimistes. Donc c'est ça qui est assez. Mais ils travaillent sur des pistes. Ils ont fait des voyages d'études en Californie et ils aimeraient bien rapporter aussi certaines plantes de Californie. Mais voilà, on se rend compte que, et même leurs échanges avec d'autres jardins de la planète, on se rend compte que c'est pas que la France, c'est aussi d'autres pays où la difficulté se fait. Et si on parle de Californie, bah, c'est les feux monstrueux qu'ils ont pu découvrir et que ouais, c'est pas la chaleur répétitive qui a fait mourir ces végétaux, c'est des feux, et puis bah, pour faire repartir la végétation, il faut un certain temps. Voilà, donc c'est toute cette prise de conscience et ces expérimentations qui feront qu'on avancera sur un paysage un peu différent. Merci beaucoup pour vos deux interventions. On va passer aux questions. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'en Pas de avais juste questions. une, c'est pourra-t-on avoir le PowerPoint, donc à laquelle j'ai déjà répondu. J'ai une question. Le cyprès est proposé pour sa résilience dans les aménagements. Le caractère allergène des pollens ne devrait-il pas plutôt conduire à l'éviter? Le cyprès. C'est moi qui réponds, donc. Alors, Quand je parlais du cyprès tout à l'heure, c'est vrai on va peut-être l'éviter sur des milieux urbains où il y a beaucoup de population par rapport aux allergies. Et moi, je parlais plutôt du cyprès. Alors, Cupressus sempervirens, c'est un arbre qui est originaire du sud-est de l'Europe, Asie mineure, qui a été introduit. Et donc, cet problème d'allergie, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, on ne s'en sort plus. Moi, je parle plutôt de l'arbre qui est très très résistant. Peut-être que cet arbre représentera la forêt vauclusienne dans quelques décennies. Et petite info qui est intéressante, c'est que l'INRA, la recherche forestière d'Avignon, est en train de travailler sur un cyprès qui donnerait moins d'allergies que celui qui est planté là, le cyprès vert. Donc, ce travail, c'est des années de travail. Donc, ils sont pas sur le point, mais ils sont bien avancés pour que dans quelques années, il y ait un cyprès qui sera beaucoup, beaucoup moins allergique que celui qui est planté actuellement. Et c'était intéressant de parler du cyprès par rapport aux allergies, mais je ferai un petit aparté sur
sur le milieu naturel forestier. La prévision, il y a eu deux choses. La prévision de la recherche forestière vauclusienne sur le moment de disparition du hêtre en 2100, donc vous voyez un petit peu, donc plus de hêtre au moment tout. Et deuxièmement, il y a eu au mois de décembre une journée, un pépinière Roy qui avait fait une journée professionnelle sur l'évolution sur le végétal. Il y avait eu Frédéric Ségur, de l'ancien responsable métropole de Lyon au niveau parc et arbres, qui avait fait une évolution du mycocoulier Celtis australis en région Méditerranée et en Europe. La disparition en 2100 du mycocoulier de l'Espagne, de la France, il se retrouverait que dans le nord de la France et dans le nord de l'Europe. C'est encore plus pessimiste que nous, parce que nous on dit le mycocoulier, il faut le planter. Mais lui, il va encore plus loin. Donc, c'est juste pour vous démontrer que, voilà, on y est dedans et qu'on pourra, ce que je pourrais dire, c'est on ne pourra pas se passer en milieu urbain d'essence euh, venue d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est automatique parce qu'on n'a pas dans un milieu naturel, quelques essences pourraient donner des résultats milieu urbain, mais on n'a pas actuellement d'essences en milieu naturel dans le Vaucluse qui pourront être implantées en ville ou en milieu urbain et qui pourront donner tout ce qu'un arbre doit donner en milieu urbain. Ils auront des grosses difficultés d'adaptation et ça, on y va droit. Juste sur le cyprès, c'est sûr qu'il y a le côté allergique qui est embêtant. Mais il faut réagir aussi en tant que paysagiste, c'est qu'on ne va pas faire des forêts de cyprès. Et c'est des cyprès en isolé ou sur des ronds-points ou sur des choses comme ça. On en plante quelques-uns. Comme dit Michel, il y a certaines variétés de cyprès qui sont quand même moins allergènes que d'autres. Nous, on a planté longtemps du cyprès totem, hein, Ouais. qui est assez filiforme, qui n'a pas un taux de pollen élevé. Il y a d'autres variétés aussi. Donc, je pense qu'il faut rester quand même assez prudent sur ce côté de dire le cyprès a toujours existé en Provence. Là où on a une surproduction de pollen, c'est sur les haies agricoles. Malheureusement, elles sont là. Enfin, heureusement et malheureusement, elles sont là. Elles sont là, heureusement, parce qu'on a un Mistral terrible en Provence et que si on n'avait pas toutes ces haies, on aurait peut-être un peu plus de vent aussi dans nos villes. Et après, j'ai envie de dire, il n'y a pas que le cyprès qui fait du pollen. Enfin, je pense qu'il y a aussi un autre problème à l'heure actuelle, c'est un peu la pollution. Et la pollution des voitures, je pense qu'elle est plus problématique que nos pollens. Et d'ailleurs, la pollution augmente la fragilité Voilà. au pollen. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Bah, très bien. On a un petit peu dépassé du temps en plus, donc comme ça, on peut clôturer. La publication sur le végétal de demain, elle est en ligne, donc vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'ORAV. On a également des petites fiches projets, notamment sur les façades végétalisées dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y en a une sur le permis de végétaliser. Donc vous pouvez les trouver sur ce lien, vous aurez accès à la présentation. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis il me reste à vous remercier. Le webinaire a été enregistré, donc il sera mis en ligne également sur le YouTube de l'agence. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation. Merci à vous Damien, Michel et Marc pour vos interventions. Et puis bonne journée. Bonne journée. Au revoir.